Alors on passe maintenant au gros morceau, c'est-à-dire la preuve de complétude. Étant donné un théorème, étant donné une conséquence logique dans la sémantique de Kripke, est-ce que je peux la dériver, la déduire dans mon calcul des séquents intuitionnistes? Alors ça, c'est un résultat pas facile à démontrer, et en fait, pour faire la preuve, nous allons considérer un fragment de la logique intuitionniste où l'on ne prend que l'implication comme connecteur logique. Alors, considérer ce fragment, ça va nous permettre de nous concentrer sur l'essence de la preuve, et nous verrons ensuite que cette idée... mais là il y a quelque chose d'un peu bizarre, il y a 6 règles, donc il y en a 5 qu'on avait déjà vues, mais la règle AF, on l'avait pas vue avant celle-là. Je vois qu'il y en a qui suivent. En effet, j'ai glissé une nouvelle règle dans mon calcul. La règle AF, qui signifie affaiblissement, n'était pas présente auparavant. Elle va m'être utile ici, et je ne vous arnaque pas trop, puisqu'en réalité le calcul LJ0 auquel on ajouterait la règle d'affaiblissement est équivalent au calcul LJ0 original. Pour voir ceci, un simple argument, si l'on prend une dérivation dans le calcul LJ0 avec affaiblissement, on va pouvoir la transformer petit à petit pour éliminer cette nouvelle règle d'affaiblissement. Et donc les théorèmes que l'on peut déduire dans le système avec la règle en plus sont quand même déductibles dans le système original. Par exemple, si vous prenez une dérivation restreinte à une utilisation de l'affaiblissement, puis de l'axiome, d'abord un affaiblissement sur psi, je me débarrasse de psi, puis je fais l'axiome. Eh bien, une dérivation comme cela, je peux la simplifier en une utilisation directe de l'axiome sur le séquent conclusion. Bon, ça c'était le cas de base. Maintenant, si j'ai une utilisation de la règle d'affaiblissement, disons en dessous d'une règle d'implication droite, c'est-à-dire que je démontre ce séquent en commençant par me débarrasser de psi, puis en introduisant mon implication à droite. Comment je vais me débarrasser, ou plutôt, comment je vais repousser l'affaiblissement dans ce cas-là? Bien, je vais le remonter au-dessus de mon implication à droite. Je transforme une dérivation de cette forme-là en une dérivation qui commence par faire l'introduction de mon implication, puis qui se débarrasse de la formule superflue psi. Donc, je n'ai pas montré toutes les transformations, mais seulement l'idée de la technique. Et on peut en fait écrire un jeu de transformation complet qui permet toujours de repousser plus haut, plus vers les feuilles, la règle affaiblissement jusqu'à ce qu'elle soit absorbée dans les axiomes, pour transformer toute dérivation du système LJ0 plus AF en une dérivation du système LJ0 des séances précédentes. Merci pour cette remarque. Donc, je reprends, nous allons démontrer la complétude de ce calcul pour le fragment purement implicatif de la logique intuitionniste. Le théorème du jour est donc que si sémantiquement phi est une conséquence logique de gamma, alors j'ai une dérivation dans LJ0, ou plutôt, pour être honnête, le petit fragment de LJ0 que je vous ai présenté ici, dérivation de phi à partir de gamma. Alors ça, c'est pas du tout évident, parce que
à gauche, en hypothèse, j'ai une infinité de structures de Kripke possibles, dans lequel je suppose que si toutes les formules de gamma sont satisfaites, la formule phi sera satisfaite aussi. Mais ces structures de Kripke, elles ont des formes assez peu contraintes, et ça paraît pas du tout évident d'extraire de cet ensemble de choses l'argument, la déduction, la preuve précise de phi à partir de gamma. Et en fait, effectivement, on va devoir travailler un peu pour obtenir ce théorème. La notion qui va nous être utile pour cette preuve de complétude, c'est la notion d'ensemble saturé. Si S est un ensemble de formules, on dit que S est saturé si toute formule phi déductible à partir de S appartient déjà à S. Alors ici, il faut bien s'entendre sur ce que ça veut dire qu'une formule phi soit déductible à partir de S. Par ceci, j'entends qu'il existe un sous-ensemble de S, un sous-ensemble fini, tel que le séquent, donc un sous-ensemble disons nommé gamma, tel que le séquent gamma thèse phi admette une dérivation dans le système LJ0. Deuxièmement, étant donné un ensemble de formules S, je définis S étoile comme l'ensemble des formules phi déductibles à partir de S, et on observe aisément que cet ensemble est saturé. En réalité, ce n'est pas forcément aussi aisé que ça, et je vous laisse en exercice de vérifier quelles règles du calcul LJ0 sont nécessaires pour que ceci soit vrai. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de démontrer le lemme suivant. Si on considère un ensemble S saturé tel que phi implique psi n'appartient pas à S, alors je prétends que S auquel on ajoute phi et qu'on sature ensuite ne contient pas psi. Alors ceci, je vais le démontrer par l'absurde. Nous allons donc supposer qu'il existe une dérivation de psi à partir de S union phi. Enfin, oui. Psi appartient à machin étoile, ça veut dire que machin permet de dériver psi. Une fois qu'on a ceci, il faut être rigoureux quant au sous-ensemble de S union phi qui permet de déduire psi. Le premier cas que nous allons considérer, c'est qu'on a un gamma qui est inclus dans S, qui n'utilise pas phi en fait, est tel que, à partir de gamma, dans LJ0, je peux déduire psi. Si j'ai ceci, alors par affaiblissement, j'obtiens que, à partir de gamma et phi, dans LJ0, je fais psi, puisque si je prends la dérivation qui témoigne de la déduction gamma thèse psi, et que j'ajoute en conclusion la règle d'affaiblissement, j'obtiens comme nouvelle conclusion ceci. Et à partir de là, par la règle d'implication droite, j'obtiens gamma thèse phi implique psi, c'est-à-dire que ceci, ça signifie que phi implique psi appartient à S, puisque gamma est un sous-ensemble de S. Absurde.
J'ai utilisé aussi, bien sûr, le fait que S est saturé. Cas 2. Le deuxième cas, c'est quand on a un sous-ensemble gamma de S, tel que gamma avec psi, cette fois-ci on utilise psi, permet de dériver, on utilise phi et on peut dériver psi. Bon, ici on voit qu'on est déjà à la deuxième étape de l'argument précédent, par l'implication droite, on a gamma qui permet de dériver phi implique psi, c'est-à-dire que phi implique psi appartient à S, ce qui est absurde. Ceci conclut la preuve. Alors maintenant, on se rapproche un petit peu du théorème de complétude, et c'est là que va venir l'idée principale de l'argument. L'idée, c'est que parmi la multitude des structures de Kripke dans lesquelles la conséquence logique gamma entraîne phi est vraie, on va choisir une structure particulière dans laquelle la satisfaction va correspondre à la dérivabilité en LJ0. C'est la structure de Kripke universelle. Alors cette structure de Kripke, elle est construite à partir de la déduction. Les mondes, l'ensemble des mondes W, c'est l'ensemble des ensembles saturés. Un monde de la structure de Kripke universelle, c'est un ensemble de formules saturées, au sens défini il y a quelques instants. L'ordre entre ensembles de formules saturées, c'est l'inclusion. Et alpha d'un monde correspondant à un ensemble de formules saturées S, c'est tout simplement S intersecté avec les variables propositionnelles. C'est les variables propositionnelles qui appartiennent à cet ensemble saturé. Alors cette structure de Kripke universelle, elle a une propriété fondamentale. C'est que la satisfaction d'une formule en un monde correspond à l'appartenance de la formule à l'ensemble saturé correspondant. C'est-à-dire que si WS satisfait phi, WS satisfait phi est équivalent à phi appartient à S. Ceci se démontre par induction sur phi, induction sur la structure de la formule phi. Si phi est une variable propositionnelle, par définition de ma structure universelle, c'est trivial, puisque WS satisfait P, par définition de la satisfaction dans une structure de Kripke, ça veut dire P appartient à alpha de WS, et par définition de cette structure de Kripke en particulier, ça veut dire que P appartient à S. Il me reste ensuite un seul autre cas à considérer, puisqu'on est dans le fragment purement implicatif de la logique intuitionniste, c'est l'implication. Donc on considère le cas où phi s'écrit phi1 implique phi2, avec bien sûr les hypothèses de récurrence pour phi1 et phi2. Alors, on a deux implications à démontrer. Satisfaction implique appartenance et vice-versa. Je vais montrer satisfaction implique appartenance par la contraposée. Donc je suppose que phi1 implique phi2 n'appartient pas à
un certain ensemble saturé S, et je vais montrer que WS ne satisfait pas phi1 implique phi2. Pour cela, je vais m'appuyer sur le lemme précédemment établi. Donc je vais considérer le monde S union phi1 saturé. Alors, la première observation, donc celui-là je l'appelle S'. La première observation, c'est que WS' est plus grand que WS, puisque c'est un surensemble de S par construction. La deuxième observation, elle est triviale, c'est que phi1 appartient à S', puisque je l'ai mis dedans et ensuite j'ai saturé. Donc, par hypothèse de récurrence sur phi1, comme j'ai phi1 appartient à S', j'ai que WS' satisfait phi1. Maintenant, par mon lemme précédent, j'ai que phi2 n'appartient pas à S', et donc, par hypothèse de récurrence, WS' ne satisfait pas phi2. Donc j'ai trouvé un monde WS' plus grand que le monde courant WS, qui satisfait phi1 mais pas phi2. Par définition de la satisfaction d'une implication, j'ai que W ne satisfait pas phi1 implique phi2, c'est-à-dire phi. Alors l'autre direction, je vais la faire ici. Dans l'autre direction, on suppose que phi1 implique phi2 appartient à S, et on veut démontrer que S satisfait phi1 implique phi2. Déroulons la définition. Pour que S satisfasse phi1 implique phi2, il faut que tout le monde successeur de S, c'est-à-dire donc on prend un WS' plus grand que S, tel que WS' satisfait phi1, et on veut montrer que WS' satisfait aussi phi2. Alors, on y va. Par hypothèse de récurrence sur phi1, WS' satisfait phi1, ça veut dire que j'ai un gamma prime inclus dans S', tel que gamma prime permet de déduire dans LJ0 phi1. Maintenant, phi1 implique phi2, ça appartenait à S. S' contient S, par définition de mon ordre dans ma structure de Kripke universelle. Donc par cela, et par monotonicité, phi1 implique phi2 appartient à S'. Donc avec ces deux éléments, je vais construire une dérivation de S entraîne, non, de S' entraîne phi2. Alors on y va. Je vais prendre le même séquent gamma prime, auquel j'ajoute phi1 implique phi2. J'ai le droit puisque c'est dans S', et je vais déduire phi2. J'applique la règle d'implication gauche. Ici, je dois démontrer, à partir de gamma prime, phi1. Ça tombe bien. Appelons ceci pi1. J'ai déjà une dérivation qui démontre cela. L'autre dérivation ici,
va être tout simplement gamma prime et la conclusion de l'implication doit me permettre de démontrer la conclusion du séquent, mais comme ces deux formules sont les mêmes, je peux conclure immédiatement par axiome. Donc, ayant construit cette nouvelle dérivation à partir de π1, j'ai démontré que φ2 appartient à S', puisque gamma prime et ceci sont dans S' et S' est saturé. Par hypothèse de récurrence sur φ2, si φ2 appartient à S', alors Ws' satisfait φ2, ce qu'il fallait démontrer. J'en ai fini avec ma propriété fondamentale de cette fameuse structure universelle. Arrive maintenant le moment où je reviens au théorème de complétude, qui est maintenant très facile à démontrer. Alors, si phi est une conséquence logique de gamma, alors cette conséquence logique, elle est vraie dans toutes les structures de Kripke, et en particulier dans la structure de Kripke universelle. Donc on suppose ceci. On observe, donc on va se placer dans la structure de Kripke universelle, et on observe que le monde correspondant au séquent gamma saturé, donc par l'opération étoile, et bien évidemment, il satisfait toutes les formules de gamma, puisque ces formules, elles appartiennent à l'ensemble gamma, donc à gamma étoile, et appartenir à l'ensemble, c'est la même chose qu'être satisfait par le monde correspondant à l'ensemble. Donc là, j'ai utilisé déjà une fois mon lemme fondamental. Maintenant, par hypothèse, j'ai une conséquence logique, donc ce monde-là, gamma étoile, il satisfait aussi phi. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? En appliquant de nouveau mon lemme fondamental, ça veut dire que phi appartient à gamma étoile, ce qui veut dire que gamma permet de déduire dans LJ0 la formule phi. Et j'ai ainsi terminé la preuve. Et soit dit en passant, j'ai aussi démontré que la logique intuitionniste satisfait la compacité au même titre que la logique classique propositionnelle. Bon, alors évidemment, là on a démontré la complétude uniquement pour le fragment purement implicatif de la logique intuitionniste. On a éliminé le faux, la conjonction, la disjonction et le vrai. Alors le vrai et la conjonction, on peut les ajouter sans problème et garder exactement le même schéma de preuve avec les mêmes définitions. C'est un exercice relativement facile. Si on veut rajouter la constante faux, à partir de laquelle on peut déduire n'importe quoi, il faut modifier la preuve, pas dans ces grandes lignes, mais dans la notion précise en fait d'ensemble saturé. Les ensembles saturés qu'il faudra considérer seront des ensembles ne permettant pas de déduire faux. On doit restreindre la notion d'ensemble saturé. Enfin, si l'on veut traiter la disjonction, alors la notion d'ensemble saturé devient encore plus compliquée, puisqu'on doit exiger que dans un ensemble saturé, s'il contient une formule φ1 ou φ2, alors il doit contenir soit φ1, soit φ2. Et bien sûr, ces nouvelles contraintes sur la notion d'ensemble saturé vont rendre plus difficile les lemmes intermédiaires de la preuve, mais toutefois, c'est possible d'adapter les idées qu'on a vues ici pour obtenir la complétude générale du calcul des séquents intuitionnistes par rapport à sa sémantique de Kripke.